légende dit un jour, donc un incendie de forêt, et puis tous les animaux appelés donc allèrent se réfugier dans des endroits plus sécurisés, sauf un petit colibri, ça veut dire un petit oiseau qui est là. Et ce petit oiseau va aller chercher de l'eau ailleurs, donc dans une rivière, et puis avec son petit corps et son petit bec et son petit volume d'eau, il va justement mettre cette goutte d'eau sur le feu. À un moment donné, les notables de la forêt donc, ils vont rappeler alors, hé, petit colibri, tu te prends pour qui? Et tu crois avec tes gouttes d'eau, tu vas éteindre l'incendie? Ben, le colibri s'arrête à un moment et dit, oui, je le sais, mais je fais ma part. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette légende? Si chacun de nous donc, fait sa part dans cette terre, au niveau de l'économie d'eau, au niveau de l'économie d'énergie, et je pense que la terre est limitée. Donc voilà ce qu'on peut retenir de cette légende. Alors quels sont les grands enjeux de la planète? Alors, premièrement, donc, nous avons donc l'environnement. Ça veut dire prélever un minimum surtout de matière fossile à la Terre. Essayer de pouvoir justement travailler avec les énergies renouvelables. Donc ça veut dire que l'écologie est un challenge de la planète. Deuxièmement, l'énergie. C'est très simple. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. En 2030, nous avons besoin, nos besoins en énergie vont augmenter pratiquement, on va les multiplier par 2. Alors, ce qui fait que là, il faut de nouvelles ressources d'énergie. Et pourquoi je dis cela? Et la chimie, elle peut donc justement apporter un plus dans ces grands enjeux de la planète. L'eau. Alors l'eau, on croit qu'on a beaucoup d'eau, mais en fin de compte, puisque la Terre elle est recouverte à 70% d'eau, on croit qu'on a beaucoup d'eau. En fin de compte, on a très peu d'eau potable. Alors si on prend tout l'eau de la planète, on le met dans une bouteille de 2 litres, alors la quantité qui est potable, c'est une petite cuillère, de café. Ça veut dire qu'on a... Et là, la chimie peut apporter, donc au niveau de l'installement de mer, au niveau du traitement des eaux, la chimie peut apporter beaucoup de choses. Alors, la santé. Donc là, il ne faut pas perdre de vue que pratiquement il y a 1 milliard d'habitants sur la planète qui n'arrivent pas à se soigner correctement. Pourquoi? Ils meurent de maladies qu'on sait soigner, en Afrique surtout. Parce que le médicament coûte cher. Et là, la chimie peut apporter beaucoup de choses au niveau, donc justement, de la réduction du coût du médicament, et surtout pour les médicaments du futur, qui coûtent cher, surtout les maladies neurodégénératives. Et je vais vous étonner, il y a un médicament qui a été mis au point par Wellcome aux États-Unis, et la dose coûte 3 millions de dollars. Ça veut dire que c'est pratiquement 70 milliards en change ici, 70 milliards. Pour vous dire un petit peu, et surtout les trithérapies, les médicaments, ça coûte très cher, parce que le principe actif coûte cher, et sa production coûte cher, etc. Et, troisièmement, c'est la nourriture. La nourriture, M. Neige, on a parlé hier de la nourriture, donc comment on peut nourrir la planète. Donc là, il y a pratiquement 1 milliard aussi qui n'arrivent pas à avoir une nourriture suffisante. Donc ça veut dire que là aussi la chimie peut apporter beaucoup de choses avec les produits phytosanitaires, les engrais, etc. Donc voilà les enjeux de la planète. Si donc, on doit tenir compte de ces enjeux si on veut avoir, par exemple, un développement durable. Alors le développement durable, c'est un équilibre entre 3 choses, l'écologie, le social et l'économique. Donc on doit avoir l'écologie et le social doivent être vivables. On ne peut pas construire sur les forêts. Et l'écologie et l'économie doivent être viables. Et le social et l'économique doivent être équitables. Sinon, ça ne va pas. Donc c'est un équilibre. Donc le développement durable, c'est donc qui répond aux besoins du présent sans compromettre donc la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Alors 2 concepts. Donc dans la durabilité, le développement donc, durable, ça concerne, donc c'est une perspective donc, qui
qui intègre donc, les caractères environnementaux et l'économie. Donc là, on avait donc, le développement durable. Donc je vais vous parler un petit peu une chose qui a été réalisée par l'Algérie. Je pense que tout le monde était jeune, on n'était pas là, sauf les vieux comme moi. Donc en 68, l'Algérie, il y avait 6 ans d'indépendance. Et à l'époque, ils ont vu, donc c'était une idée future, c'était extraordinaire. En 68, on a imaginé le barrage vert. Donc les gens qui ont fait des... Malheureusement, donc, on n'a pas tenu compte de ces... Bon, ça a réussi dans quelques régions du pays, mais actuellement, il va être repris ce barrage vert, et je pense que là, c'est la vraie notion. Si on veut parler de développement durable, ce n'est pas la peine de passer par des explications. Le développement durable, c'est le barrage vert, donc ça associe le FNLR, ça associe le maire, ça associe la population, ça associe le Mouel, etc. Donc voilà, c'est une explication très facile du développement durable. Alors, donc, le jour du dépassement, c'est quoi le jour du dépassement? C'est que nous vivons à crédit. Ça veut dire que là, le jour du dépassement, c'est en 2024, il est arrivé le 1er août. Ça veut dire que là, nous n'avons pas donné le temps à la Terre de se régénérer. Et donc ça veut dire, alors pour être simple, c'est comme si vous gagnez 100 000 dinars et au bout de 15 jours, vous consommez tout votre salaire. Et donc là, vous voyez à crédit. Et donc là, alors voilà aussi. Donc si on vit comme ça, il nous faut une planète. Il nous faut une planète 75. Alors que nous avons uniquement une planète, on ne peut pas vivre ailleurs. Alors donc, là, c'est le développement durable, donc on doit chacun, comme a fait le colibri, donc chacun doit jouer son rôle sur cette terre. Alors on va voir les bons et les mauvais élèves. Et donc c'est par hasard, donc là, les mauvais élèves sont le Qatar, le Luxembourg, les pays riches, donc ils exportent tout. Et si on vit au rythme du Qatar, du Luxembourg, des États-Unis, il nous faut cette planète. Par contre, si on veut vivre comme, voilà les pays les plus... Donc on voit l'Uruguay. L'Uruguay, bon, j'ai compris pourquoi l'Uruguay. Parce que l'Uruguay, c'est là le président le plus pauvre du monde. C'est quelqu'un qui ne touche pas son salaire et qui vit dans une petite baraque. Et bon, là, c'est le premier pays, c'est le meilleur élève de la planète. Et l'Algérie se le trouve un petit peu donc, en septembre, octobre. Donc elle fait partie des élèves qui sont plus ou moins, disons, corrects hein, par rapport. Alors, la contribution de la chimie verte. Donc la chimie verte, elle doit jouer un rôle très important parce que c'est une façon de repenser, de revoir la chimie du futur. Parce que la chimie, généralement, on a tendance à voir le mauvais côté de la chimie, les accidents, les catastrophes, etc. Mais la chimie, elle a apporté beaucoup de choses au niveau des médicaments, au niveau des cosmétiques, au niveau de la longévité de la vie, au niveau de beaucoup de choses. Hein. Alors, on voit le bon côté et le mauvais côté de la chimie. Donc, alors, la chimie traditionnelle, donc là, le mauvais côté de la chimie, c'est les accidents. Donc, vous avez l'accident de Bhopal, en Inde, en 1984, il y avait l'isocyanate. L'accident de la ZF de Toulouse, donc il y avait des engrais. L'accident de Salerno en Italie, et l'accident de la Saint-Basile au Québec. Donc tout ça, c'est des produits chimiques qui étaient, maintenant, actuellement, les mesures de sécurité sont tellement strictes qu'on peut éviter ce genre d'accident. L'apparition de la chimie verte, donc, si on arrive à consoler ces deux images, une image de l'industrie à côté qui pollue, et l'autre image avec des vaches qui sont dans la prairie, qui sont paisibles et qui brûlent paisiblement. Et donc là, il y avait beaucoup de réflexions dans cette chimie verte. Il y avait deux Américains, Paul Anastase et John Warner. Paul Anastase était le conseiller des affaires, plutôt de l'écologie, de l'environnement aux États-Unis, du président Obama. Et donc là,
c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup plus dans le comportement citoyen. Alors, si on arrive à consoler ces deux images, c'est bien. Produire plus et mieux, tout en préservant l'écologie. Donc c'est ça l'esprit de la chimie verte. Alors ces deux messieurs-là, Paul Anastas et John Warner, donc là, c'est une prise de conscience de voir autrement la chimie. Alors, la chimie verte, elle a 12 principes. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que je souhaite que cette conférence soit accessible à tout le monde. Elle a 12 principes. C'est surtout ne pas utiliser des solvants qui sont toxiques, utiliser des solvants verts, comme on dit, de l'eau, de l'éthanol, ne pas utiliser des substances dangereuses et avoir ce qu'on appelle surtout l'économie d'atomes. Quand on fait une réaction chimique, quand on produit un médicament, quand on produit quelque chose, si on réduit le nombre d'étapes, ça veut dire que là, on va augmenter les rendements. Et si on augmente les rendements, on va diminuer les coûts. Alors, les principes de la chimie, on va voir. Donc là, je les ai métabolisés en 4 axes. Pour ne pas... Alors, matière première, solvant, énergie et déchets. Alors, si vous voulez faire une mayonnaise, ma grand-mère sait bien faire la mayonnaise. Donc, vous avez besoin d'un œuf, matière première, vous avez besoin de solvant, c'est l'huile, vous avez besoin d'énergie, donc vous allez chauffer, et vous avez des déchets. Alors, pour faire la mayonnaise, donc là, vous prenez donc, le jaune d'œuf, le blanc, vous pouvez l'utiliser, la coquille, donc elle peut être recyclée, le solvant, donc lui, peut être recyclé, l'énergie, il faut utiliser l'énergie renouvelable et pas l'énergie fossile, et le déchet, donc là, notre travail de chimiste, c'est de ne pas faire des objets d'art des déchets, c'est de les réintégrer dans la réaction, d'éliminer un maximum de déchets. Alors, l'organocatalyse asymétrique, c'est quoi? Alors, ces deux-là, Benjamin List et David Macmillan ont eu le prix Nobel en 2021. Et donc là, qu'est-ce que ça veut dire organocatalyse asymétrique? Donc c'est un nom qui paraît assez compliqué, mais je vais le simplifier en expliquant dans le désordre. Qu'est-ce que c'est la catalyse d'abord? Alors pour vous dire que la catalyse, je pense que là, je vais vous étonner, elle contribue à 35% du PIB mondial. Donc avec toutes les transformations qui se font au niveau du pétrole, au niveau des transformations chimiques, la catalyse, donc jusqu'à présent, il y a deux types de catalyse. La catalyse avec les métaux et la catalyse enzymatique. Les métaux, ça coûte cher. Avec la guerre, plutôt la guerre Ukraine, Russie, quand vous avez Trump, bon, vous avez toutes les manipulations, et là, on va voir qu'on peut extraire des métaux, des catalyseurs naturels. On a essayé avec Wanimi, on a essayé, et on a trouvé qu'il y avait des résultats extraordinaires. Alors, ces deux mondes, donc ils ont travaillé plutôt indépendamment. L'un, il est à Max Planck en Allemagne, à l'Institut Max Planck en Allemagne, et l'autre à l'Université de Princeton aux États-Unis. Donc là, ils ont publié 2 articles en 2000, la même année, et là, alors qu'est-ce que c'est la catalyse? Donc là, vous avez dans votre pot de véhicule, vous avez un métal. Donc là, le rhodium. Et le rhodium coûte très cher par rapport à l'or. Et donc là, c'est des molécules toxiques qui sont transformées en molécules inoffensives. Donc l'avantage, c'est l'efficacité catalytique. Donc elle se fait généralement dans des conditions de réaction douce et des pressions basses et des températures modérées. L'inconvénient, c'est que c'est peu respectueux de l'environnement et ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Il y a un autre type de catalyse aussi, la catalyse enzymatique. Donc la catalyse enzymatique, l'enzyme, elle fait ce qu'on appelle, donc là si vous allez métaboliser votre sucre que vous allez manger, vous allez transformer donc le pyruvate en N-lactate. Et ça existe avec 2 molécules qui sont des stéréoisomères.
Alors, pourquoi c'est important? Alors, pourquoi c'est important cette découverte? Qu'est-ce qu'ils ont apporté de plus à la chimie et à l'environnement? C'est que, donc il y a pratiquement, ils ont publié plus de 200 articles dans des revues consacrées à la catalyse. Leurs publications ont collectivement été citées plus de 33 000 fois, plus de 150 réactions utilisées des organocatalyses de la cinétique ont été publiées depuis 2000. Ils sont mieux que les catalyseurs classiques et ils font le même travail que l'enzyme. Et donc là, l'avantage, c'est aussi que c'est des petites molécules, l'organocatalyse, donc la catalyse. L'organo, c'est une petite molécule qu'on peut donc produire, qu'on peut conserver et qu'on peut utiliser et ça ne coûte pas cher. Comme la proline, voilà les petites molécules qui sont utilisées. Ces molécules qu'on peut, alors que pour les autres, on utilise un métal qui coûte cher, ou l'enzyme, et qui est quand même qui est constitué de plusieurs acides aminés et qui est utilisé dans des... Alors là, voilà ce qui est. Donc là, ils ont utilisé dans plusieurs réactions, je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors ces réactions, donc ils ont, avec l'utilisation de cette méthode, ils ont diminué les étapes pratiquement à 10 et 15, ce qui fait qu'ils ont produit des médicaments en diminuant le nombre d'étapes, ce qui fait automatiquement ils vont diminuer le prix. Alors là aussi, donc c'est un exemple qui vous a produit. Alors le mécanisme, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que là, bon, je sais que on est chimiste. Donc voilà, donc là, excellent théorique, parce qu'en fin de compte, quand on produit un médicament, il faut produire un médicament que chaque atome doit être à sa place. S'il n'est pas à sa place, ça veut dire que c'est 2 énantiomères. Et là, en chimie du médicament, on a besoin qu'un seul énantiomère. Et l'enzyme sait bien faire ça. Alors ici, donc, on fait la même chose que l'enzyme et la même chose que le métal. Là aussi, c'est la même chose, c'est la réaction de Diels-Alder, donc les applications de cette réaction. Donc là, alors, la catalyse, elle se fait sans métal, la catalyse, elle est stable, non toxique, bon marché, elle est facile à conserver, à produire, elle se fait dans des conditions douces de réaction et respect de quelques principes de la chimie verte. Là aussi, il y a une autre approche, donc une autre catalyse qui a été développée tout récemment par Claude Grison de Montpellier. Donc là, je me réfère à Albert Einstein disait « Regardez de près la nature et vous comprendrez tout beaucoup mieux ». Mais malheureusement, nous n'avons pas le talent d'Albert Einstein et notre relation avec l'écologie est souvent maladroite. Et là aussi, donc, la nature, elle est la plus grande chimiste, s'exprimer à prix Nobel. Et en 2018, regardez de près, donc ce qui inspire la nature fait beaucoup de choses. Et on ne peut que être modeste devant l'intelligence de la nature, parce qu'elle fait beaucoup de choses. Et donc là, je reviens à ça. Il y a une dame qui est passée à côté, donc elle faisait de la chimie organique pure, donc elle n'avait rien à voir avec l'écologie. Et donc un jour, elle a regardé donc, un arbre qui pleurait la sève bleue. Et donc là, elle s'est dit, voilà, qu'est-ce qui se passe? Et cet arbre, il est en Nouvelle-Calédonie, et cet arbre-là, donc, vivait dans un milieu hostile, à côté d'une mine de nickel. Et là, les arbres, donc il y a beaucoup d'arbres, pas plus. L'arbre, bon, soit elle résiste, soit elle meurt. Et donc elle a résisté. Et elle est arrivée à la conclusion que la résistance de l'arbre, elle prenait du nickel du sol, qui passait par ce qu'on appelle un phénomène d'isofiltration, et il est conservé à travers les feuilles. Donc c'est pratique d'extraire des métaux. On va voir comment on peut les... Alors là, l'avantage, c'est qu'elle a su créer, donc là, je le dis aux jeunes, il faut oublier de temps en temps les publications et de voir. Cette dame, je l'ai interrogée parce qu'on a fait le même labo. Moi, quand j'ai quitté Montpellier, elle est rentrée. Donc elle m'a dit que son plus grand regret, c'est de concentrer beaucoup plus mon travail sur les petits, alors qu'il y avait des choses très intéressantes. Alors elle est arrivée à faire start-up, à créer une entreprise, et le CNRS, il est rentré
dans le capital de la société. Donc c'est ce qu'on appelle vraiment les startups qui marchent. Alors là, un extrait des feuilles, donc elle est cassée, et puis par la suite, donc là, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Donc là, on a la valorisation, la phytoextraction, la transformation, et puis la synthèse organique. Donc tous ces produits ont été utilisés donc, dans des synthèses organiques. Et aussi, elle a réussi à reproduire, à resynthétiser un médicament avec l'éco-catalyseur. Et donc là, elle a diminué le nombre d'étapes, ça veut dire qu'elle a diminué le coût. Alors les applications, donc on voit bien que les applications d'éco-catalyse, donc c'est les cosmétiques, les médicaments plateformes, etc. Donc les médicaments au moins de coût. Donc voilà un petit peu ce qu'on appelle l'économie circulaire. Donc là, on prend les feuilles, on fait des extractions, et puis par la suite, on les utilise en synthèse organique et dans différentes formes. Alors là, la lysofiltration, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc là, quand vous avez un arbre qui vit dans un milieu hostile, il va prendre donc, tout ce qui est dans la terre. Et là, donc là, le métal, il va être concentré sur la feuille. Donc on coupe les feuilles, et puis par la suite, alors le traitement, le principe général est un principe très simple. Donc là, vous avez ici, vous avez la plante, puis par la suite, vous allez extraire les feuilles, vous allez chauffer pour éliminer donc, toute la matière organique, la chlorophylle, etc. Et puis par la suite, vous avez des co-catalyseurs et vous avez on fait un petit traitement acide que les chimistes savent bien faire. Et puis par la suite, vous avez votre catalyseur brut. Alors, si on voit le prix des catalyseurs, je ne sais pas si vous travaillez sur des catalyseurs, ça coûte très cher et c'est en petite quantité. Et là, on a pris une plante, du côté d'Alnada, c'est une mine, une ancienne mine, et on a pu récupérer un éco-catalyseur. Sur 1 kg de feuilles, on a pu récupérer 20 grammes de catalyseur. Alors que les catalyseurs sont vendus donc chez les fournisseurs, c'est des petites quantités qui dépassent 200-300 €. Donc là, ça nous vient pratiquement. Alors là, elle a fait, donc avec cet éco-catalyseur, elle a synthétisé le monastrol, qui est un anticancéreux, avec, donc si on utilise donc, le catalyseur classique, on est à 11% de rendement, et si on utilise l'éco-catalyseur, donc on a un rendement de 72%, ce qui fait que ça, c'est vraiment, on va diminuer le prix, donc le coût de la production. Alors, cette technique a permis donc de préparer 3500 biomolécules, 25W, et donc l'éco-catalyse est une véritable opportunité pour repenser donc, la chimie, la concevoir avec une approche de chimie verte. L'utilisation de produits exclusivement naturels, limiter la production de déchets, limiter les risques de procédés industriels, développer des procédés éco-responsables, la réhabilitation des sols miniers n'est plus qu'une contrainte réglementaire, mais est devenue une opportunité économique. Alors nous allons appliquer, donc, dans le cadre de notre travail, nous allons appliquer certains principes de la chimie verte. Nous avons utilisé ça dans la chimie des groupements protecteurs, ça c'est notre travail, donc je ne vais pas m'attarder trop là-dessus. Donc nous avons fait la chimie des groupements protecteurs avec, vous savez qu'en chimie, la chimie des groupements protecteurs, on vous dit qu'on ne peut pas échapper à la mort et on ne peut pas échapper donc, au fisc. En chimie, on dit qu'on ne peut pas échapper au groupement protecteur. Donc là, quand on fait de la chimie, on protège et on déprotège. Et donc ça fait des étapes supplémentaires. Et là, ça augmente le coût. Donc, mais d'en trouver donc, des conditions aisées, performantes et qui respectent quelques principes de la chimie, c'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous avons publié. Donc nous avons également donc, protégé tout ça. Donc, je vais pas, nous avons utilisé les hétéropolyanions. Donc c'est un catalyseur qui est recyclable, qu'on peut l'utiliser plusieurs fois. Donc là aussi dans l'agriculture, on a
utiliser de l'eau au lieu d'utiliser donc des solvants organiques. Donc ça c'est important parce que là, l'eau ça coûte pas cher, c'est pas polluant. Donc et puis par la suite nous allons donc protéger donc, les acides aminés, les amines et les phénols, donc sans solvant et à température ambiante. Et donc sous micro-ondes, nous n'avons pas utilisé le chauffage classique, les micro-ondes et les ultrasons. Donc ça respecte un petit peu quelques principes de la chimie verte. Donc si vous sont intéressés, dans chaque slide, ça y a sa publication. Là aussi la green chemistry, donc là aussi donc, nous avons donc utilisé donc, les ultrasons donc, pour les aminoesters, pour les amines et pour les aminoacides. Là aussi, c'est la même chose, donc c'est tout le temps donc, la protection avec un autre groupement protecteur. Donc chaque groupement protecteur, on peut donc le placer avec des conditions et le cliver donc, dans d'autres conditions. C'est ça ce qui, on peut parler de groupement protecteur contaministe. Là aussi, c'est la même chose, hein, parce que je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Donc c'est tout le temps, il y a des outils exemples, donc pour valider une méthode, une expérience, donc on a beaucoup d'exemples et on a les rendements. Donc chaque fois on a les rendements et donc c'est pour ça qu'on peut valider notre... Donc on a fait autre chose aussi, on a fait les aminophosphonates et les hydroxyphosphonates en utilisant les hétéropolyanions. Les aminophosphonates sont des composés très intéressants dans la mesure où il y a certains qui sont les analogues, hein, qui sont utilisés dans contre le cancer. Donc là aussi c'est la même chose. Donc on a utilisé donc, un catalyseur à base de zinc, mais on a utilisé donc vraiment pas de solvant et des chauffages. C'est pas le chauffage classique, on a utilisé les micro-ondes. Là aussi c'est la même chose. Donc nous avons donc la réaction à multicomposants. Au lieu de faire des réactions, on fait 3 réactifs et on obtient un seul. Donc c'est ce qu'on appelle les multicomposants, réactions multicomposants. Et donc là, on gagne en énergie, on gagne en rendement, et là on voit bien que les rendements sont assez élevés, donc 82 à 84%. Là aussi c'est la même chose, hein, donc c'est des réactions multicomposants et on obtient plusieurs produits. Donc là aussi, c'est dans le cadre des hydroxyphosphonates, des bisphosphonates, qui sont utilisés contre le cancer de l'os. On ne va pas dire c'est des analogues. Donc là, l'approche du chimiste, c'est qu'il prend un médicament et il essaie de proposer une réaction qui peut donc réaliser, qui peut donc, obtenir un produit qui lui ressemble sur le plan de structure. Et le but attendu, c'est diminuer la toxicité et augmenter la biodisponibilité, etc. Là aussi, donc là on a fait, bon, on va s'attarder là-dessus. Donc il y a, pour étudier la structure d'une molécule, donc il faut les rayons X, hein, voilà c'est les rayons X, donc il y a donc la première étape, c'est
étape, nous avons obtenu, plusieurs le produit avant la dernière étape, et nous n'avons pas eu le même produit. Il y avait sur le plan chimique, il y avait des réarrangements, et jusqu'à présent, on est en train de chercher comment on peut pallier à ça. Donc, on est arrivé à la dernière étape. On a fait 2 étapes, mais pour arriver aux médicaments, donc là, la dernière étape, on a quelques soucis. Alors, conclusion, donc la chimie de demain est à repenser, à reconcevoir avec une approche de chimie verte, en tenant compte des enjeux de la planète. Malgré tous les problèmes environnementaux que nous connaissons, il est possible d'agir concrètement, efficacement, en proposant des solutions écologiques viables. La chimie verte existe, elle repose sur une approche interdisciplinaire, où la chimie, l'écologie se complètent de façon positive et constructive. Voilà les articles donc, qui ont fait l'objet de tous ces travaux, donc nous sont là, avec tous les articles qu'on a publiés ces 4 dernières années. C'est des articles qui cadrent avec ce qu'on a dit développement. Voilà toutes les projets. Voilà quelques photos de la ville d'Annaba. Donc il y a la mairie, donc il y a la mosquée Abu Marwan qui date du Xe siècle. Et le cours de la Révolution, la vieille ville, la basilique Saint-Augustin, dont le nouveau pape est un adepte. Alors là, je voulais donc donner une approche artistique à cette conférence. Je vous laisse écouter ça pendant 1 minute 50, d'accord?